Cette multiplicité de propositions fait qu'aujourd'hui, pour un médecin, c'est aussi assez difficile de choisir. Ce ne sont pas forcément les fonctionnalités qui sont recherchées en elles-mêmes. Ce sont plutôt les usages. Un médecin va plutôt regarder ce qui correspond à sa pratique, à son usage, et regarder si telle fonctionnalité va y coller ou pas. Bonjour à tous, je suis ravie d'animer cette émission aujourd'hui, une émission consacrée à un sujet qui vous intéresse, que vous avez tous plébiscité, qui est celui du logiciel médical. Et on comprend pourquoi ces attentes, puisque le logiciel médical, c'est un outil qui est omniprésent dans vos cabinets aujourd'hui et qui génère à la fois de la complexité, mais beaucoup d'attentes. Et c'est pour ça que c'est un secteur qui est en pleine effervescence, avec des acteurs qui apparaissent, des acteurs qui disparaissent, et on reviendra dessus, avec des nouveaux services aussi qui viennent, parce que la pratique évolue, pour pouvoir accompagner la transformation vers les soins coordonnés, les services de messagerie, et derrière aussi l'intelligence artificielle qui vient rebattre les cartes. Le secteur du logiciel, aujourd'hui, c'est 180 logiciels pour les médecins libéraux, et c'est 500 000 soignants qui sont équipés de ces outils. On comprend donc qu'il y ait beaucoup d'attentes, mais aussi besoin de défricher et de comprendre quelles sont les dynamiques qui animent ce secteur, comment est-ce que les médecins peuvent s'y retrouver et quels critères guident un peu les choix. Pour en parler, nous avons réuni un panel d'acteurs divers, des experts que je vous présente tout de suite. Ils sont médecins, utilisateurs de ces outils au quotidien. Ils sont aussi éditeurs de logiciels, concurrents et partenaires. Pour commencer, David Azerrad, vous êtes médecin généraliste en maison de santé à Paris. Vous êtes aussi le fondateur de 100 000 médecins.org qui a été créé en 2019. C'est une association loi 1901 qui est un petit peu une vigie du numérique en santé et qui a pour objectif de créer un comparateur de logiciels médicaux collaboratifs. Également avec nous, Vincent Bouvier. Vous êtes président, directeur général du groupe Vidal, leader historique de l'information médicale, dont vous avez piloté la transformation numérique. Et au sein du groupe, on retrouve aussi 3 éditeurs, Weda, Docteur Santé et Mon Écho. Steven Cavet, vous êtes président, directeur général de Follow, qui est un logiciel médical qui existe depuis 2015 et qui s'adresse à 26 spécialités médicales. Tout à fait. Et Jean-Urbain Hubault, vous êtes directeur général de Doctolib France, qui existe depuis plus de 10 ans, qui est historiquement connu sur l'agenda et la prise de rendez-vous, et qui est surtout aujourd'hui se développe sur des services de logiciels de coordination des soins et de gestion de patientèle. Et pour ma part, je suis Camille Vaziaga, je suis la directrice des affaires publiques de Doctolib. Je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet et de commencer par vous, Dr Azerrad. Quand on lit la page de 100 000 médecins.org, on peut voir que vous faites allusion au secteur du logiciel médical comme un Far West du numérique. Comment avez-vous ressenti le besoin de créer cette vigie, de créer un comparateur de logiciels pour aiguiller vos confrères et vos consoeurs dans le choix du logiciel médical ? Alors, c'est très simple. Ça part en fait d'un constat, celui initialement, moi j'aidais les jeunes médecins à s'installer comme moi, puisque vous savez que c'est un petit peu difficile. Et parmi les questions qui revenaient très régulièrement, c'est quel local évidemment, mais quel matériel et aussi quel logiciel. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de logiciels, c'est assez difficile de s'y retrouver. Ils n'ont pas forcément tous les mêmes fonctionnalités, les mêmes finalités. Et il est apparu que c'était pas forcément une question de jeunesse. Les jeunes ne sont pas forcément plus technophiles. Tout le monde a besoin aujourd'hui d'être accompagné pour pouvoir choisir les meilleurs outils pour exercer sa profession dans les meilleures conditions. C'est donc comme ça qu'est née cette association 100 000 médecins.org, qui n'a pas que pour but justement de faire un site de comparatif de logiciels métiers. Nous avons aussi d'autres activités plus institutionnelles, de soutien aussi de la filière, d'accompagnement des médecins dans cette transformation numérique de toute la profession. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes une association qui est la seule association pan-syndicale, c'est-à-dire qu'on a vraiment les syndicats de médecins libéraux qui constituent cette association et qui est donc la première intersyndicale sur le thème uniquement du numérique. Il a fallu accompagner cette transition vers le numérique et Vidal est un acteur vraiment témoin de cette transformation. Et Vincent, vous avez piloté toute cette transformation. Ça a dû être un chantier assez
important et quels bénéfices ça apporte aux soignants d'être passé du livre un peu totémique rouge présent dans tous les cabinets à des briques logicielles présents dans les ordinateurs des médecins. C'est vrai que c'est une histoire qui est une longue histoire, mais qui est loin d'être terminée. Hein. Et la première demande, à partir du moment où il y a des logiciels, c'est que les services en fait, d'aide à la prescription soient présents dans les logiciels au moment où les patients, où les médecins prescrivent devant les patients. Voilà. Et ça, c'était bien sûr demandé depuis le début en fait, de l'existence des logiciels médicaux, c'est-à-dire globalement juste avant les années 2000. L'informatique médicale est une science assez récente en fait. Voilà. Et elle a d'ailleurs commencé plutôt à l'hôpital, et plutôt sous l'impulsion des pharmaciens. C'est assez intéressant de voir que le libéral s'est développé ensuite et les médecins sont devenus des vrais acteurs et des vrais demandeurs, notamment sur les systèmes d'aide à la décision, un peu plus tard. Les logiciels sont vraiment venus accompagner cette transformation numérique, à la fois comme un témoin et un accélérateur. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'avoir votre témoignage. Jean Urbain, vous êtes arrivé en étant directement un service numérique en ligne pour les soignants, avec une première brique qui était la prise de rendez-vous, l'agenda, avant d'évoluer vers une diversité de services, comme je l'ai cité tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce cheminement aussi ? On a commencé avec un but en 2013, en se disant on veut faire en sorte que l'informatique, que le logiciel, pour les médecins, ça soit plutôt un levier ou quelque chose qui leur permette d'exercer leur vocation plutôt qu'un fardeau. Et donc, comment on fait pour leur faire gagner du temps ? Et on a commencé par une toute petite fonctionnalité qui est leur secrétariat numérique et donc, par défaut, la prise de rendez-vous en ligne. Et là-dessus, on a énormément concentré d'efforts sur l'usage et sur l'innovation pour qu'ils puissent l'adopter. Donc, on a commencé par cette petite brique. On a travaillé beaucoup pendant plusieurs années pour qu'ils l'adoptent, puisque c'était pas forcément quelque chose de répandu à l'époque. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait tout ce travail sur la qualité, l'adoption du logiciel, on s'est dit qu'on allait étendre en fait la gamme de logiciels, puisque c'est vraiment l'idée de départ, en disant on va développer toutes les autres briques de la suite logicielle pour les médecins. Donc ça nous a pris pas mal de temps. Pourquoi on a commencé que par une petite brique ? Pour une raison de focus d'abord, mais aussi pour une raison de capacité d'investissement tout simplement, parce que pour faire quelque chose de très bien, c'est pas évident. Et donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, quand on regarde, 12 ans après, la prise de rendez-vous en ligne, ça ne représente plus que 2% en fait des lignes de code de Doctolib. Donc il y a 5 millions de lignes de code dans le logiciel Doctolib et la prise de rendez-vous en ligne, ce n'est que 2%. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait énormément de mise en production de nouvelles fonctionnalités. On en fait 3 par jour depuis 13 ans. Et donc aujourd'hui, on a une suite qui contient à la fois un agenda, une prise de rendez-vous en ligne, un secrétariat numérique, mais une gestion de patientèle, un logiciel de coordination, de la prévention, des messageries, logiciel clinique, logiciel financier. Donc c'est vrai on a beaucoup investi au fil de ces 13 ans pour réussir à construire les briques que beaucoup des éditeurs en fait historiques avaient déjà depuis notre entrée sur le marché. Est-ce que Steven, quand vous avez rejoint Follow, qui existait déjà un petit peu avant, et que vous avez repris le logiciel et développé, est-ce que vous avez eu ce même cheminement, de d'abord se concentrer sur quelques services pour après s'étendre, ou est-ce que ça a été assez différent ? C'est similaire, sauf que c'est une brique plus confidentielle que l'agenda. Follow a démarré un peu par hasard. Mon associé est fils de médecin et il voyait son père passer énormément de temps administratif. Et lors d'un stage dans le cabinet de son père lui a confié la mission de trouver un moyen de faire mieux. Et ça a commencé par une toute petite brique, beaucoup plus confidentielle encore que l'agenda, qui est la tablette en salle d'attente pour faire les questionnaires. On a tous été voir un médecin et surtout un spécialiste ou un chirurgien. On a tous des questionnaires à remplir pendant le début de la consultation, et c'est du temps de perdu, c'est pas efficace, au détriment du patient et du médecin. Et donc, mon associé a eu cette idée d'automatiser, de faire un questionnaire en salle d'attente. Il pensait derrière que cette brique-là allait être absorbée par un logiciel pour devenir une fonctionnalité d'un logiciel, puisque ça n'existait pas. Et puis finalement, au bout de 3, 4, 5 ans, s'est imposé à nous l'idée de développer nous-mêmes le logiciel de gestion de cabinet et de patientèle, puisque la vision qu'on en avait n'existait pas forcément sur les acteurs historiques du marché. Donc, on a développé notre suite logicielle à nous. Et est-ce qu'il y a une spécificité quand on commence par une spécialité très précise comme la chir et qu'après on va chercher des spécialités un peu plus répandues, je dirais Déjà, faut expliquer à tout le monde qu'on fait pas que de la chir orthopédique, qu'on fait de la chirurgie et de la médecine spécialiste.
moins de médecine générale. Mais donc déjà, il faut casser ce mythe que Follow ne fait que de la chirurgie. Et la particularité, c'est qu'on a des fonctionnalités qui sont très très tournées vers les chirurgiens historiquement. Et on nous en demande toujours des nouvelles, parce qu'au début, on était sur certain nombre de spécialités dans la chirurgie, à l'intérieur même de la chirurgie, après toutes les spécialités de la chirurgie, puis toutes les spécialités de la médecine. Et donc oui, il faut qu'on rajoute des fonctionnalités, mais avec un cheminement intellectuel qui n'est pas le même, puisque les besoins et les usages ne sont pas du tout les mêmes entre un médecin spécialiste et un chirurgien. Merci beaucoup. Je le disais tout à l'heure, on le voit bien, donc c'est un secteur qui est en pleine ébullition. Il y a près de 200 éditeurs qui sont là, qui lancent tous les jours ou un peu plus rarement, mais de nouvelles fonctionnalités, qui investissent sur la coordination des soins, l'intelligence artificielle. C'est peut-être beaucoup plus dur, alors, ce travail de vigie ou d'évaluation. Quels sont les critères qui vont être les plus recherchés par les médecins? Comment est-ce que vous, sur 100 000 médecins.org, vous avez aussi construit les grands critères pour démarquer les éditeurs les uns des autres? Alors, comment est-ce qu'on les a construits? On s'est réunis, on a jeté nos idées sur le papier, on a fait des conférences de consensus entre nous, et puis on s'est mis d'accord sur le fait que ceux-ci étaient les critères habituellement les plus recherchés par les médecins. Ça, c'est pour répondre à cette question. Mais en réalité, comment est-ce que les médecins vont rechercher dessus? On se rend compte que, contrairement à ce que peut-être certains ici pensent, ce ne sont pas forcément les fonctionnalités qui sont recherchées en elles-mêmes. Ce sont plutôt les usages. C'est-à-dire qu'un médecin va plutôt regarder ce qui correspond à sa pratique, à son usage, et regarder si telle fonctionnalité va y coller ou pas. Et du côté des éditeurs, c'est vrai qu'on met surtout en avant un tel nouveau module, par exemple d'IA, de téléconsultation, de choses comme ça. Et alors que chez les médecins, c'est pas forcément ce que eux recherchent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que selon les pratiques, donc selon la médecine générale, la médecine spécialisée, ou selon même les typologies de pratiques de médecine générale, on va pas forcément avoir les mêmes usages, et donc on va pas forcément avoir besoin des mêmes modules. Et donc c'est vrai que il faut se replacer dans ce contexte-là pour pouvoir évaluer au mieux les logiciels, que ce soit de notre côté, ou d'ailleurs cadrer un petit peu les retours d'expérience de nos collègues, puisque c'est à ça que sert justement ce site actuellement. Donc vous direz par exemple que c'est possible d'avoir un seul et même logiciel pour de très nombreuses spécialités, mais avec plusieurs fonctionnalités, où vous avez l'impression qu'en fait on va plutôt privilégier une recherche très niche en fonction de sa spécialité et peut-être même de ses sous-spécialités, des particularités de sa pratique? Je pense qu'en réalité, on va surtout chercher quelque chose qui corresponde à sa pratique personnelle, qui n'est pas forcément superposable avec le collègue spécialiste du même organe qui travaille dans le bureau d'à côté. Et c'est là qu'est toute la complexité, c'est qu'on est là en fait pour déployer tout le plein potentiel, j'adore cette formule, de nos collègues en cette période justement de transformation numérique et de sursollicitation du système de santé. Donc naviguer entre ces fonctionnalités très précises et en même temps le besoin d'adresser à un grand nombre de médecins ou de soignants. J'imagine que c'est ce qui fait toute la complexité des stratégies des éditeurs de logiciels. C'est aussi peut-être là où vous allez trouver chacun les équilibres qui font votre croissance. C'est quoi un petit peu cet équilibre à trouver et qu'est-ce qui fait qu'on se dit que c'est jamais acquis? Peut-être Steven pour commencer. Déjà, c'est jamais acquis parce que d'avoir de l'hypercroissance, par définition, ça peut retomber aussi très vite. Aujourd'hui, on a beaucoup de croissance parce qu'on propose des solutions qui n'existent pas par ailleurs. Je reprends ce que David disait. Au-delà des fonctionnalités, il faut qu'elles soient adaptables et personnalisables à chacun. Et c'est comme ça qu'on essaie de penser notre logiciel. On a des fonctionnalités qui sont obligatoires pour certaines spécialités. Il y a plein d'exemples. Pour un ORL, il faut qu'il y ait de l'audiométrie, etc. Mais après, il n'y a pas 3 ORL qui utilisent l'audiométrie de la même manière. Et ce qu'on cherche à faire, c'est la personnaliser, que le médecin puisse la personnaliser au maximum. Mais après, il faut garder une cohérence, avoir un design système qui reste cohérent. Donc, c'est un peu là où c'est difficile l'exercice de style pour nous. Et après, la croissance, elle est possible parce qu'on s'entend bien et qu'on est intelligent. C'est un sujet qu'on pourra développer parce qu'il y a de la portabilité de données entre certains logiciels et donc on ne retient pas certains médecins et on les laisse si mon logiciel n'est pas le plus adapté et que c'est Doctolib demain, il n'y aura pas de souci pour le médecin dans ce cas d'espèce à passer de l'un à l'autre. C'est pas toujours le cas et c'est un frein aujourd'hui. C'est ce qui peut aussi nous ralentir. Enfin, c'est ce qui nous ralentit. On pourrait aller beaucoup plus loin si on partageait cette vision de la portabilité des données.
Donc une saine compétition finalement entre les acteurs. Jean Urbain, c'était un peu la même question. Qu'est-ce qui fait que les secrets un petit peu de la réussite, mais aussi qu'on se dit que c'est jamais acquis parce qu'on sait que les médecins ont le droit de choisir de passer d'un logiciel à l'autre ou d'utiliser un service pour telle fonctionnalité et peut-être aussi un autre pour un autre besoin dans leur cabinet. C'est une question complexe. Ça, c'est la recette de la sauce secrète de chacun de Doctolib, mais je peux vous en parler peut-être. Je pense que chez nous, il y a 5 ingrédients principaux. Le premier, c'est un focus utilisateur. Donc, c'est être présent sur le terrain. Moi-même, je me l'applique, je passe beaucoup de temps sur le terrain, mais toutes les équipes de Doctolib le font pour comprendre vraiment les usages. Ce que tu disais, c'est extrêmement, je pense, cohérent. Savoir personne n'a le même usage en fonction du cabinet, même dans la même spécialité, etc. Nous aussi, en fonction de ça, on fait beaucoup de co-construction. Donc, on collabore. On a un comité médical, des pionniers, des médecins en fait qui sont experts médicaux chez nous, etc. Donc ça, c'est la première chose. Toujours écouter les besoins utilisateurs plutôt que nos propres velléités de développement ou notre propre volonté d'innovation. Le deuxième, c'est un focus tout court. Je pense que Doctolib, avec le succès qu'il a eu à ses origines, l'entreprise aurait pu partir à l'international très vite, développer énormément de choses. On a fait les choses petit à petit. Aujourd'hui, on est dans 3 à 4 pays, France, Allemagne, Italie, un peu Pays-Bas. Mais la réalité, c'est qu'on a préféré rester très concentré sur ce qu'on faisait parce que les demandes des médecins, ce que tu disais, c'est très très vrai aussi. Elles sont constantes. Et si on les résout pas, on leur fait perdre du temps. Donc ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième, ça fait écho aussi à ce que tu disais, je te rejoins là-dessus. C'est qu'en fait, nous, il y a 3 éléments en fait dans notre manière d'approcher les choses qui sont indéboulonnables. Le premier, c'est la qualité de service. Le deuxième, c'est la transparence des prix. Et le troisième, c'est la liberté. Donc, si vous voulez partir de Doctolib, portabilité jour suivant et pas de coûts liés à ça. En tout cas, il y a aucune prise d'otage, on va dire, de nos utilisateurs. Et comme je le dis, s'ils sont pas contents chez nous, il faut qu'ils puissent utiliser un autre logiciel. Donc ça, c'est le troisième élément. Le quatrième, c'est de pouvoir capitaliser sur des sources d'accélération. On parlait tout à l'heure en fait de la personnalisation des logiciels. C'est très difficile. Nous, on a 210 000 utilisateurs, de faire un logiciel qui soit à la fois capable d'être à l'échelle et en même temps personnalisé à l'utilisateur. Avec l'IA, par exemple, aujourd'hui, on peut faire ce type de choses-là. Donc nous, on incorpore de l'IA dans tous nos logiciels et puis ça nous permet de développer des nouvelles solutions qu'on ne pourrait pas avant. Je reviens à vous, Vincent. Chez Vidal, vous avez une posture qui est intéressante puisque vous accompagnez les éditeurs de logiciels comme Follow, comme Doctolib et beaucoup d'autres sur la prescription. Et en même temps, vous êtes aussi concurrent sur une certaine partie de l'activité du groupe avec Weda, par exemple. Quel regard vous portez sur cette coopération et compétition? Comment est-ce qu'on voit les choses quand on a un pied de chaque côté de la ligne, finalement? Ce qu'on voit, c'est que nos partenaires, qui effectivement sont nombreux, à peu près 500 en Europe aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un partenaire performant. En fait, c'est ça le plus important. C'est une base de connaissances qui soit robuste, qui soit internationale, qui soit sûre. Et au fond, c'est, je crois, dans un monde où les produits sont de plus en plus modulaires en plus, c'est vraiment ce qui est attendu par nos clients. Donc, ces modes qui effectivement sont parfois hybrides, ils existent. D'ailleurs, c'est pas du tout un monopole du monde de la santé. Le monde de l'automobile travaille beaucoup comme ça. Il y a énormément de JV entre des constructeurs concurrents. J'ai en tête aussi, par exemple, plus près de nous, il y a Amazon Web Services, par exemple, qui est à la fois un provider pour de nombreux services, y compris leurs concurrents, par exemple dans le domaine de la vidéo, Prime Video d'Amazon est concurrent avec Netflix. Et pourtant, ils utilisent les mêmes infras. Donc, on voit bien que ces logiques-là, on les retrouve partout. Ce qui est important, c'est d'être extrêmement performant, tourné vers l'innovation. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec nos partenaires. Il y a un consensus de tout le monde, je crois, sur l'importance, c'est qu'on délivre, qu'on fasse le job et qu'on délivre ce qu'on attend de nous. Quand on regarde le nombre d'éditeurs de logiciels, à première vue, on peut se dire c'est la jungle, c'est ce que je disais en introduction. Et en même temps, on sera tous d'accord pour dire que c'est quand même aussi un secteur qui est très régulé, qui continue de se réguler. On le voit bien avec le Ségur qui arrive chez les médecins par 2 vagues. Est-ce que, Dr Azerrad, le Ségur, c'est quelque chose qui vient rebattre un peu les cartes chez les éditeurs de logiciels? Est-ce que c'était attendu des médecins et comment est-ce qu'ils vivent cette
transformation, petite transformation avec les certifications Ségur? Alors, je dirais que le Ségur a été bienvenu a posteriori. Pourquoi je dis ça ? Parce que on a parlé de jungle tout à l'heure. Oui, bien sûr, ça fait depuis une grosse trentaine d'années maintenant que le numérique en santé évolue. Et oui, ça a été le Far West avant, avec beaucoup de stratégies et d'actions qui n'étaient pas forcément bienvenues de la part des éditeurs historiques, et qui a fait qu'il y a une perte de confiance certaine qui s'est faite. Et il y a aussi eu une espèce de concentration du marché avec très peu d'innovation, en tout cas dans les 10 dernières années qui précédaient le Ségur. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas de nouvel acteur arriver, on ne voyait pas d'amélioration de l'existant, et les nouvelles fonctionnalités étaient, on va dire, assez minimales. Le Ségur est venu rebattre les cartes, encore une fois sous l'impulsion effectivement des institutionnels, mais en demandant à ce que des fonctions qui parfois étaient déjà parfois d'ailleurs incluses dans les logiciels métiers, que ça devienne universel. On parle surtout des messageries sécurisées en santé, du dossier médical partagé, et des téléservices de l'assurance maladie. Et en fait, ça a été bénéfique parce que ça a redynamisé les éditeurs. Ça a permis aussi de voir l'arrivée de nouveaux entrants, de voir l'arrivée de nouvelles façons de faire, des nouvelles ergonomies. Et en réalité, alors qu'on n'avait pas vu, par exemple, de nouveaux entrants sur ce marché depuis 10 ans quasiment, il y en a plusieurs, donc dont Follow, dont aussi d'autres logiciels comme on a cité PremioCare, Audagy, ce genre de choses. Et alors qu'on pensait ça totalement impensable. Et en cela, si vous voulez, ça a été très bénéfique. Après, évidemment, le processus du Ségur n'a pas forcément été simple pour tous les médecins dans cette transition. Les fonctionnalités qui sont apparues dedans sont plus ou moins bien intégrées, évidemment, de façon plus ou moins utilisable encore aujourd'hui. Mais globalement, c'est ce dynamisme nouveau qui nous plaît, nous, beaucoup, parce que c'est vraiment porteur d'espoir sur les nouvelles évolutions du Ségur vague 1 et de la vague 2 qui arrive prochainement. Est-ce que vous avez l'impression que ça a un peu renforcé le contre-pouvoir des médecins, où on s'est dit, on va demander aux éditeurs d'un peu tous se remettre dedans, de se réinterroger sur leurs basiques, les services qu'ils proposaient, et ça va donner un peu de liberté aussi aux médecins de se dire, est-ce que je continue avec mon éditeur ou pas ? Alors, quelque part, il y a eu cet espoir-là, qui a été rapidement battu en brèche par la difficulté, évidemment, de passer d'un logiciel à l'autre. Mais c'est un autre sujet dont vous savez très bien ici autour de la table, qu'on a à peu près les mêmes visions de nécessité de faciliter justement les transitions pour quitter un éditeur qui ne nous convient plus et pouvoir déployer son plein potentiel, encore une fois, avec pourquoi pas un autre éditeur. Maintenant, est-ce que c'est le Ségur à proprement parler ? Je pense que c'est un corollaire du Ségur qui a fait que il y a eu un peu plus d'intérêt qui a été porté à nos outils numériques, de par la profession, de par les acteurs institutionnels qui s'en sont de nouveau emparés après avoir laissé on va dire cette question en jachère pendant des années, et également des éditeurs qui ont su eux aussi trouver peut-être des marges d'investissement. Vous me répondrez mieux à la question que moi là-dessus. En tout cas, on a l'impression que ces nouveaux investissements sont venus accompagner l'apparition ou la réinvention de ces fonctionnalités qui sont utiles dans nos usages quotidiens. Et par ailleurs, ça a permis de mettre un gros coup d'accélérateur sur le DMP, la feuille du numérique en santé, ce qui était aussi attendu. On espère voir les bénéfices enfin redescendre sur nous et sur nos pratiques prochainement. Exactement. Il y a aussi un certain nombre de bénéfices qui sont encore très cachés pour nos utilisateurs autour de Ségur, notamment pour nous, industriels de la connaissance, autour de l'interopérabilité des données. Tout le travail qui est fait, qui est vraiment derrière la scène actuellement, et dont on peut remercier, je pense, les institutions autour de Ségur, pour rendre les données opérables sur le plan digital, pour les rendre compréhensibles l'une avec l'autre, va générer en fait des services de connaissances médicales qu'on voit pas encore, mais qui sont formidables et qui vont arriver là. Et qu'on va voir de plus en plus. Cette structuration des données, elle va s'accompagner d'un nouveau plein potentiel pour fournir de nouveaux services, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Chez Vidal, vous vous posez cette question, que ce soit via des partenariats au sein de Weda, mais aussi dans la prescription. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette transformation qui va être rendue possible par cette bonne structuration de la donnée partout chez tous les éditeurs? Exactement. Il y a deux éléments là qui arrivent en ce moment et qui changent complètement le paysage. D'une part, la donnée patient qui devient interopérable pour un certain nombre de raisons. Et deuxièmement, les nouvelles technologies, notamment l'IA, qui vont permettre en fait d'interroger la connaissance médicale de façon très différente, tout à fait nouvelle,
Des protocoles comme MCP en ce moment, pour ceux qui connaissent, sont en train de changer complètement la donne, et c'est ce qui va permettre, par exemple, d'utiliser un LLM pour prendre une place au cinéma avec votre famille et qui va aller regarder leur agenda et le temps qu'il fait et vous donner la réponse. Mais on va l'utiliser, ça, dans le domaine de la prescription. Ça va rendre la prescription infiniment plus intelligente, plus sûre, clairement plus sûre. Ça va faire des suggestions qui sont adaptées au profil de chaque patient, en prenant en compte en particulier les données du profil biologique, qui sont aujourd'hui pas du tout utilisées pour prescrire. Et puis, ça va permettre de faire des ajustements en temps réel. Un médecin qui prescrit, quand 3 jours après, il reçoit les résultats biologiques de son patient, on va lui dire tout de suite qu'en fait, dans l'ordonnance qu'il a prescrit 3 jours avant, il y a un risque associé. Donc, ces éléments-là sont demain, et c'est ça que va nous apporter l'IA. Et donc, la période est vraiment passionnante. Ce qu'on voit, c'est que l'intelligence artificielle, c'est quand même devenu un nouveau domaine d'innovation, de compétition entre les éditeurs de logiciels, avec certainement un service un peu visible, phare, qui s'est développé récemment, qui est celui de l'assistant de la consultation à la voix, qui permet de retranscrire directement la consultation dans les notes des médecins. Du coup, c'est des nouveaux services à comparer, à évaluer. Comment est-ce que vous gérez ça chez 100 000médecins.org? Alors, pour l'instant, on ne s'est pas encore lancé dans la comparaison, puisque jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les différents outils à nos yeux n'étaient pas encore assez mûrs, peut-être, pour ça. Et on a un point de vue qui est assez, on va dire, prometteur et sévère à la fois sur les assistants de consultation. Pourquoi ? Parce que on a tous évidemment vécu cet effet waouh la première fois qu'on l'a vu en consultation. Moi-même, je l'ai montré évidemment à mes étudiants, mes internes, mes externes. Tout le monde était évidemment dithyrambique sur le premier aperçu que ça donnait. Et en fait, au final, à l'usage, on se rend compte que ça peut effectivement rendre beaucoup de services, mais peut-être pas à tout le monde. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure des fonctions qui doivent rencontrer les usages des médecins. On se rend compte que pour un médecin spécialiste d'organes, par exemple, ou pour un médecin généraliste qui fait de la consultation dans soins non programmés, c'est très intéressant parce que ça va permettre de gagner un petit peu de temps en consultation et de laisser un compte-rendu automatique à la personne à la fin. Pour un médecin de famille, c'est un peu différent parce que, on disait tout à l'heure, nous, notre intérêt, c'est surtout de retrouver l'information pertinente au bon moment. Et le problème de ces assistants IA, c'est que ça peut pondre un pavé de texte qui est extrêmement pertinent, mais qui est parfois pas forcément simple à digérer, et donc forcément pas simple à, on va dire, à recompiler ensuite, quand nous, on a besoin de retrouver très rapidement dans un dossier, finalement, quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans, il y a 5 ans, ce genre de choses. Donc, c'est très prometteur, c'est pas forcément adapté à tout le monde, et maintenant, j'attends surtout de voir quelles sont les autres fonctionnalités qui vont sortir basées sur l'IA. Ça, c'était les prémices. Ça nous a donné de l'espoir. À vous de nous faire rêver. Je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis, David. Je pense que c'est un très bon point. Je suis 100% d'accord avec toi sur le fait que c'est encore le début de ces types d'assistants. Donc, ça rend des services énormes à pas mal de médecins en fonction de leur type d'usage. Il y en a aussi pour lesquels ça colle très bien à leur usage, où ça leur permet de mieux se structurer, de plus prendre de notes, etc. Donc, c'est positif. Mais tu as raison sur le fait que ça sera beaucoup plus puissant quand l'assistant permettra aussi de mettre en relief les antécédents en même temps qu'il prend les notes pour que la synthèse à la fin, elle soit pas ni trop longue ni trop courte et qu'elle prenne bien en fait tous les éléments du patient en compte. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui dans les assistants qui existent. Le nôtre non plus en fait. Mais c'est quelque chose que je pense avec l'intelligence artificielle, on va très vite. Donc je pense que assez rapidement on va pouvoir y arriver et je pense que la valeur ajoutée sera, et je suis d'accord avec toi, beaucoup plus importante à ce moment-là. Mais du point de vue de la connaissance et de la prescription en particulier, on voit déjà des bénéfices qui sont assez secondaires ou qui sont pas immédiatement visibles, mais le fait que le système puisse reporter le fait que la patiente qui est devant vous est enceinte avec tant de semaines d'aménorrhée, qu'elle est diabétique, qu'il y a un antécédent de cancer du côlon dans sa famille, elle va juste le dire. Mais en fait, ça va rentrer dans le dossier, ça va être structuré. Et à la prochaine prescription, dès la semaine prochaine, en fait, on va pouvoir tenir compte de ces informations. Donc, et c'est des choses qu'on n'avait pas avant. Donc, déjà, cette première étape est déjà très formidable. Et au-delà de l'intelligence artificielle, quels sont les autres bouffées d'air, les autres accélérateurs de croissance
qui viennent demain vous donner du souffle pour continuer d'investir dans l'innovation, puisqu'on sait que ça va être des investissements conséquents pour sortir les bons outils d'intelligence artificielle. Peut-être Steven. Sur la question de est-ce que ça nous donne du souffle, oui, ça nous oblige de toute façon. C'est sain puisque tout le monde en parle, donc tout le monde est obligé de sortir quelque chose sur l'intelligence artificielle. Nous, on essaie de prendre notre temps, de pas aller trop vite, de pas faire que du speech to text, parce que c'est beaucoup de ça dont on parle. Ce que je disais, nous, on essaie d'aller plus loin, de plutôt se prendre la posture de la recherche scientifique et de voir comment ça peut améliorer. L'IA peut améliorer encore ce sujet-là, parce que c'est un vaste sujet. Il y a plein d'entreprises dans la medtech qui naissent en ce moment sur la recherche scientifique, la recherche contre le cancer, basée sur de l'IA. Et le sujet, ça va être de voir, nous, comment, parce que les médecins voient au quotidien leurs patients avec notre logiciel, chez nous, comment ils vont pouvoir demain contribuer à améliorer les protocoles de recherche et de soins qui seront développés. Donc, on est là-dessus. Donc, oui, ça va très vite. En même temps, on veut pas aller trop vite pour pas que ce soit juste gadget. Voilà, mais ça donne clairement une bouffée d'air puisque ça oblige de toute façon tout le monde à être innovant. Tout à l'heure, David parlait de ceux qui avaient rien changé pendant des années. Ils ont dû changer avec le Ségur. Ça nous a obligés de toute façon à se connecter à tous les différents téléservices, l'assurance maladie, etc. Il faut nous aider aussi à rendre utilisateurs les médecins parce que là, tout repose un peu sur les éditeurs. On nous dit, bah voilà, maintenant, il faut que tu aies tous ces outils-là chez toi pour être ségur. Et c'est très bien. Maintenant, il y a des médecins qui comprennent pas l'utilité de certains téléservices et je le comprends parce qu'ils s'en sont jamais servis pendant des années. Donc, il faut aussi qu'on nous aide un petit peu à démocratiser ces usages-là. Ces outils-là, si on les adopte vite, ils nous donnent des capacités qui sont formidables, qui sont celles qu'attendent les éditeurs de logiciels dans les différents pays. Et si je parle du point de vue à nouveau de l'industrie de la connaissance, la chance qu'on a, c'est que la connaissance médicale, elle est quand même pas spécifique d'un pays. Bien sûr. Une interaction, une contre-indication, c'est quand même la même en France et en Allemagne. Et donc, ça nous donne la capacité de pouvoir développer de la connaissance qui est réellement globale, qui peut servir des acteurs dans différents pays, qui peut servir un acteur, par exemple comme Doctolib, qui va dans différents pays. Ouais. Et de cette façon-là, ça nous permet à nous d'augmenter nos capacités d'investissement, ce qui va être quand même fondamental, parce que vous parlez de l'IA, aujourd'hui, sur le point particulier de l'IA et des assistants, c'est vrai que les États-Unis sont très, très en pointe. Et la question de la souveraineté sur ces technologies se pose. Il faut dégager des acteurs qui aient la capacité d'investir et qui ne dépendent pas du reste du monde. Peut-être, Jean-Yves, si vous voulez rebondir sur ce point-là. Alors deux sujets. Le premier, je pense, c'est une note d'espoir, c'est que quand je vois en fait la capacité qu'on a à accélérer grâce à l'IA, parce qu'en fait, comme tu le disais bien, je pense que c'est pour développer des nouveaux services, mais parfois ça peut être un peu gadget. Donc, il faut vraiment faire des choses qui ont de l'usage, qui permettent aux soignants de développer leur plein potentiel. Mais même en capacité de développement, en fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et en fait, donc, si je reprends en fait ce qu'on a fait depuis 12 ans, si on avait eu ça il y a 12 ans, je pense que nous, on a commencé par une toute petite brique, comme tu disais tout à l'heure, de la suite logicielle, et on a mis 12 ans pour arriver à avoir le logiciel de gestion de cabinet, le logiciel métier et tous les autres logiciels dont on parlait. On aurait mis beaucoup moins de temps. Et donc, quand je dis ça, je pense qu'il va émerger des nouveaux acteurs, un nouveau Doctolib, un nouveau Follow, etc. Et je pense hyper positif pour le secteur, parce que ça permettra aussi aux médecins d'avoir plus de choix. Puis ça poussera la saine concurrence, on va dire, à avoir des logiciels qui soient de qualité. Donc ça, c'est très positif. Pour ça, il faut quand même qu'on règle certaines questions, comme tu le disais tout à l'heure, notamment toutes les questions de portabilité. Il y a des questions d'architecture qui sont nécessaires si on veut avoir une saine concurrence. Et je rebondis aussi sur ton point, Vincent, sur la partie concurrence internationale. L'IA, ça ouvre quand même la porte à Google, Microsoft Copilot, etc. Et on sait, OpenAI, que aujourd'hui, une des principales solutions que les patients utilisent pour la santé, c'est ChatGPT. Et donc ça, c'est un vrai sujet de réussir un sujet de souveraineté, de réussir à développer en fait des acteurs français, européens, qui puissent développer ce type de service en contexte avec la bonne connaissance médicale. Et je pense que ici, autour de la table, il y a des bons exemples d'acteurs européens de qualité qui peuvent se développer à l'international. C'est aussi notre volonté encore plus en Europe. Et je pense que l'IA, ça va nous permettre de faire ça. Mais par contre, il faut qu'on aille vite.
Je vais juste rebondir sur ce que tu disais justement sur l'arrivée de nouveaux acteurs. Je suis pas certain que ça va arriver, peut-être. Je pense que ça va forcer en tout cas les acteurs actuels à se réinventer, à se recentrer, peut-être d'ailleurs à se consolider, sait-on jamais. Parce que tu disais, il y aura plus de choix pour les médecins. Nous, évidemment, on est au cœur du réacteur de tout ce choix pour les médecins. Et en réalité, c'est assez anxiogène aujourd'hui pour eux d'avoir autant de choix pléthoriques sans savoir forcément à qui se fier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parlait de Far West numérique en tout début. Cette multiplicité de propositions fait qu'aujourd'hui, pour un médecin, c'est aussi assez difficile de choisir. On disait tout à l'heure, c'est un marché qui est assez réglementé. C'est réglementé évidemment pour vous, les éditeurs. C'est réglementé également pour nous, les médecins, qui sommes sommés d'utiliser ces nouvelles fonctionnalités principalement sur la télésanté, sur le DMP, sur ce genre de choses. Et aujourd'hui, on doit avancer avec ce train de la transformation numérique. Sinon, on va rester à quai. On va regarder tout le monde avancer et nous, finalement, on n'aura pas bénéficié des plus-values qu'apporterait justement cette nouvelle fonctionnalité IA qui nous simplifierait la vie. Et en fait, monter dans ce train-là, ça paraît facile pour certains qui sont effectivement technophiles. Tout le monde ne l'est pas et encore une fois, c'est pas une question d'âge. Et c'est pour ça que ça nécessite vraiment un accompagnement global à l'usage et au bon usage de ces nouvelles fonctionnalités, parce qu'on voit certaines qui sont pas forcément bien utilisées ou qui sont parfois même détournées. Voilà. C'est un bon point parce que par exemple, on faisait une analyse d'impact de l'usage de notre assistant de prise de notes en consultation et en fait. Tu pourrais te dire, initialement, ce sont des médecins jeunes en zone urbaine qui l'utilisent. C'est pas du tout le cas. Oui. C'est beaucoup de médecins plus vieux en zone rurale qui ont parfois du mal en fait à prendre des notes en fait dans leur logiciel. Donc je suis 100% aligné avec toi. C'est-à-dire que c'est pas en fait, ça va se faire en fonction de l'usage. Ce que je disais juste, c'est que il me semble que ça va être plus facile pour des nouveaux acteurs dynamiques et innovants de pénétrer le marché si l'architecture est bien posée et avec l'intelligence artificielle. Ça pose la question de la multiplicité ou de la prolifération des acteurs, et ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est important pour les utilisateurs. Mais il y aura une consolidation du marché, comme tu le disais, j'en suis persuadé. C'est comme dans tout marché, ça finit par se consolider. Le Ségur a déjà fait un premier tri dans les éditeurs. Il y en a un petit peu moins aujourd'hui qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Et ça va continuer avec la vague 2, etc. etc. Donc là-dessus. Et je voulais juste rebondir sur l'international avec un point de vue différent. J'ai eu la chance d'être invité par des communautés scientifiques à l'international, à Londres il n'y a pas longtemps et aux États-Unis un peu avant, où on a présenté un peu comment nous on travaillait, comment le logiciel était utilisé par les chirurgiens en France. Je peux vous dire qu'il y a un effet waouh, même aux États-Unis, sur comment on travaille ensemble. Quand je leur ai montré qu'il y avait une brique agenda qui n'était pas chez moi, mais qui était chez Doctolib, qu'il y avait une brique pour la prescription qui était chez un partenaire qui s'appelle Vidal. Donc déjà, les Américains, ils comprenaient pas comment nous, on arrivait à travailler ensemble. Donc, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'ils n'ont pas ça chez eux. Donc oui, ils ont l'IA qui est chez eux, qui est hébergée chez eux. Il faut qu'on trouve, nous, des solutions par rapport à tout ça. On va pas ouvrir un nouveau ChatGPT, nous, mais il faut qu'on trouve des solutions pour bien cadrer tout ça. Par contre, on peut être très confiant et très fier de nous, je pense, parce que les médecins à l'international sont très surpris de ce qu'on arrive à créer dans notre écosystème, malgré toute la réglementation qui existe. Peut-être pour conclure, ça peut être intéressant de se demander ce que nous, on se souhaite pour dans 5-10 ans. Qu'est-ce qu'on attend des éditeurs de logiciels? Qu'est-ce que les médecins attendent? Les éditeurs de logiciels, où est-ce qu'ils ont envie de se projeter pour accompagner, accélérer cette transition numérique? On peut peut-être commencer par Doctolib. Moi, je vais commencer par le commencement. C'est-à-dire, nous, on a 2 missions. La première, c'est d'améliorer le quotidien des soignants. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Ce que je souhaite pour dans 5 ans, c'est qu'on ait réussi à se rapprocher le plus possible de ces missions et que, de facto, les médecins, les soignants, dans leur quotidien, ils puissent exercer le plus possible à leur plein potentiel, que leur logiciel, ils y pensent pas. En tout cas, ils le voient vraiment comme un outil qui leur fait gagner du temps, qui leur permet de passer du temps avec leurs patients, qui leur permet d'avoir un accès plus facile à la connaissance médicale, mais en tout cas, qu'ils puissent exercer à leur plein potentiel. On a des sujets qui sont court terme, avant de répondre sur les 5 à 10 ans, qui sont extrêmement importants et qui ne sont pas encore réglés, notamment autour de la qualité des alertes et des conseils de prescription sur lesquels on travaille aujourd'hui énormément avec ton partenaire, d'ailleurs beaucoup. Voilà. Si je regarde effectivement un petit peu plus long terme, ce qui me paraît être le sujet majeur, c'est la question de pouvoir proposer aux professionnels et aux patients d'ailleurs, de façon permanente, une façon de si vous voulez, de se replacer dans la stratégie thérapeutique. Et ça,
aujourd'hui la connaissance, notamment grâce à l'intégration des guidelines, des standards of care, comme disent les anglo-saxons, dans nos bases de connaissances, ce qu'on fait en ce moment, va permettre aux éditeurs, et certains autour de cette table travaillent aujourd'hui déjà avec nous là-dessus, d'apporter en permanence aux professionnels la notion de est-ce que je suis bien avec ce patient-là dans le standard of care, ou est-ce que je m'en éloigne et pourquoi. Et ça, c'est des choses qui rentreront dans la pratique médicale courante au lit du patient, ou devant le patient, je pense dans les 5 à 10 ans qui viennent. Et ça, c'est absolument passionnant. Steven, chez Follow, comment est-ce que vous vous projetez ? Dans la tech, et la medtech en particulier, 5 ans, c'est une éternité. Ouais. Mais je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit, parce que je suis totalement aligné, notamment chez mon collègue et mon ami de Doctolib. On a à peu près la même vision sur donner plus de temps et rendre le patient acteur de tout ça. Et nous, on a une obsession, c'est aujourd'hui, on est persuadé qu'on manque de KPI médicaux. Les médecins manquent de KPI médicaux et du coup, le patient ne les a pas. Et on veut s'appuyer sur les nouvelles technologies et sur l'IA pour que le médecin soit complètement acteur de tout un tas de KPI médicaux. Combien de temps ça prend post-op, quand j'ai fait telle chirurgie de l'épaule, etc., quand j'ai utilisé telle technique d'opération. Et que du coup, ça rende le patient également acteur de ça. Qu'on partage les KPI médicaux, ce qui aujourd'hui n'existe pratiquement pas. Quand vous êtes patient, vous avez un problème de santé. Je l'ai vécu plusieurs fois à titre personnel. On vous dit, il y a ça, il faut faire ça. Alors, on peut tout trouver sur Internet et le but, c'est que le patient ne soit pas perdu, ne trouve pas plein de fausses informations, mais que le médecin puisse lui montrer, lui illustrer le chemin thérapeutique grâce aux KPI médicaux. Donc, c'est notre rêve pour dans 5 ans, voire avant, parce qu'on va essayer d'aller encore un peu plus vite. Et on voudrait aussi améliorer, parce qu'on a beaucoup parlé des médecins, mais tout autour du médecin, il y a les paramètres, il y a les assistantes, les assistants, etc. Et aujourd'hui, nous, on a réussi une première mission, c'est de donner plus de temps aux médecins avec ses patients. On n'a pas encore complètement réussi notre mission de donner beaucoup plus de temps aux assistantes et aux assistants. Je dis assistantes parce que c'est souvent le cas, désolé, mais pour leur donner beaucoup plus de temps pour faire d'autres tâches à valeur ajoutée que juste de l'administratif. Donc, on n'a pas encore complètement répondu à cette question-là. Et on va s'efforcer de les faire dans les prochaines années. Confort au travail, gain de temps, également qualité des soins. Et quand même, je note que vous êtes tous allés sur le volet patient. C'est assez intéressant, c'est assez nouveau aussi, je pense, comme discours chez les éditeurs de logiciels. De votre côté, David, pour conclure cet échange, comment est-ce que vous projetez, les médecins se projettent avec leur logiciel dans les 5 prochaines années ? Je vais être assez terre à terre. Je pense que dans 5 ans déjà, si les soignants dans leur ensemble arrivent le matin à leur bureau et sont heureux de travailler avec leurs outils déjà du quotidien, ce serait déjà une victoire pour nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas souvent le cas. Et c'est d'ailleurs un des facteurs principaux de travail empêché, donc de mal-être au travail, donc de burn-out, donc de lassitude des médecins. Et aujourd'hui, c'est une question qui est assez importante. Et je pense que c'est un des objectifs justement de vous en tant que concepteurs de nos outils, de nous redonner justement ce sourire, ce goût du travail, et avec donc des outils qui sont enfin adaptés à nos besoins modernes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je dirais que pour dans 5 ans, garder à l'esprit finalement des idées qui sont assez importantes. Déjà, la première, celle du respect dans tous les sens, dans toute la filière, le respect des usagers que nous sommes, nous, soignants, parce que ça n'a pas toujours été le cas sur tous les fronts, parmi tous les éditeurs dans les âges, on va dire ça, et que aujourd'hui on sent qu'il y a vraiment une dynamique différente qui est en train d'émerger, et ça c'est encore une fois porteur d'espoir pour nous dans la profession. Il y a beaucoup plus de rétroaction, d'interaction entre les éditeurs et leurs utilisateurs, et ça on le sent vraiment. La deuxième chose, je dirais que c'est une question d'éthique. Finalement, cette éthique qu'on est en train de redécouvrir, l'éthique même de l'outil. Pour ceux qui le savent, on a déjà parlé un petit peu d'IA. Il y a un IA Act à l'européenne qui est paru récemment et qui parle d'emblée dans la création des outils IA d'éthique by design. C'est-à-dire que c'est pas l'outil qui est éthique, c'est finalement la façon dont on l'a conçu qui va faire que l'outil est éthique ou pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose à garder en tête pour tous les concepteurs aujourd'hui d'outils. Et la dernière chose, je dirais, c'est
on est en train de se projeter dans 5 ans. Je pense qu'il y a 3 ans, personne n'avait anticipé l'arrivée de l'IA et l'effet incroyable de décuplement des capacités et ne serait-ce que de développement de votre côté et de possibilité de création de nouveaux outils. J'aurais bien du mal à dire qu'est-ce qui va encore révolutionner le marché dans 5 ans, mais on vous fait confiance pour nous faire rêver parce que nous, en réalité, on se base aussi sur ce qu'on a dans notre imaginaire collectif. On a tous vu des films de science-fiction d'il y a parfois 40 ans, 30 ans, 20 ans, qui nous montraient des futurs possibles. Et à chaque fois, en réalité, on est frustré de ne pas y être dans ce futur. Et aujourd'hui, on commence à le toucher du doigt en se disant que finalement, ce futur, il est peut-être possible de notre vivant. Alors allez-y, créez tout ça, faites-nous rêver. Merci, c'est un excellent mot de la fin. Merci à tous d'avoir partagé cette vision et on espère qu'on réussira à tous à concrétiser le beau challenge que vous venez de nous donner. Merci beaucoup. Merci.